Le monastère, qui ressemble à une citadelle isolée dans la campagne, est remarquable non seulement pour l'escalier conçu de façon moderne, admirable par sa largeur, majesté et aisance pour y monter, pour la matière des marbres mélangés qui le composent, mais aussi pour 4 vastes dortoirs et pour la tour éminente, construite pour répondre aux besoins qui pouvaient survenir. Le couvent mesure 300 pas, divisé en 3 parties. Le temple, long de 60 pas, le grand hospice construit par Philippe II et Philippe III, roi de Sicile, et le monastère, à même d'héberger plus de 100 religieux. L'histoire a été avare de détails précis concernant l'arrivée du simulacre de la Madonna di Trapani, son auteur et l'origine de la dévotion. La fantaisie populaire nous a fourni des légendes plus ou moins crédibles. Les chercheurs d'art se sont engagés à fond pour attribuer une paternité au bloc de marbre de Paros qui, sous l'influence d'un ciseau inspiré, est devenu l'une des plus belles images de Maria Santissima. Les informations concernant l'année d'arrivée varient selon les chercheurs. Selon Nobile, Galizia, Sorba, Pirri, Pugnatore, Orlandini, Serraino, Ferro, Mondello et Viane, cela se situerait entre 1188 et 1291. Le manque de sources documentaires semble être lié à des événements survenus en 1348 lorsqu'une épidémie de peste et le massacre des habitants obligèrent les administrateurs municipaux à expulser les religieux du couvent et de l'église, transformant le tout en lazaret. Après la fin de l'épidémie, la santé publique fut contrainte de brûler tout le matériel à l'intérieur du couvent. Les autres sources disponibles, en raison de l'hostilité des temps et la négligence des écrivains, sont souvent controversées. Trapani, ville très noble et fidèle, célébrée par les anciens écrivains pour son port très important et sa mer poissonneuse, pour les richesses du commerce et pour les beaux-arts, accrut sa renommée avec l'arrivée de la célèbre image de la Beata Vergine qui prit le nom de la ville elle-même. Au pied du Monte Erice, l'ancien San Giuliano, se dresse le Santuario Basilica dell'Annunziata avec le simulacre de Maria Santissima, symbole de la dévotion et de l'amour de la ville de Trapani. Chaque habitant de Trapani a cherché consolation, grâce et protection dans la Vierge en période de misère, d'épidémie et de famine. La mer n'a pas de frontières ni de vérités absolues. Sur l'origine de la statue, certaines vérités se sont échouées dans les fonds marins et des légendes se sont mêlées à d'autres vérités. Dès l'arrivée du simulacre, son culte se répandit dans de nombreux pays du bassin méditerranéen. À Gênes, en Sardaigne, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, en Allemagne, en Occident, à Babylone, en Turquie et dans les Amériques lointaines. À Turin, sur le maître-autel du sanctuaire de la Madonna degli Angeli, se trouve une reproduction de la Madonna di Trapani. À Viandot, une banlieue de Detroit, dans l'église de la Sacra Famiglia, on vénère la statue placée par Giuseppe Bellario, originaire de Trapani. En Tunisie, l'arrivée de la Madonna est datée en 1880 à La Goulette, petit centre côtier près de Tunis, où la première procession eut lieu le 15 août 1885. La ville avait accueilli une communauté en provenance de Sicile et de Trapani qui s'était installée pour y travailler. À partir de 1909, le rite fut également célébré dans la capitale. Voici des photos de 1937. Dans le quartier de la Goulette, appelé Piccola Sicilia, la procession fut très participative. Nostra Signora était portée à bras jusqu'au port. Le rite dévotionnel permit de rendre moins pénible la distance avec la ville d'origine. La dernière procession eut lieu en 1962. Depuis 2017, ce rite a été repris, appartenant à tout le peuple de la Goulette, comme une expression de la proximité entre des peuples de différentes ethnies. Chacun porte une bougie allumée à sa propre taille, symbole de vie, de lumière qui illumine et guide. Ici, le culte marial soutient la marginalité sociale, comme depuis le XIIIe siècle, dans la disposition des participants lors de la procession de Trapani du Cereo, alliant opulence et misère humaine. Dans le rite tunisien, la richesse exhibée représente la rédemption et le renversement de la souffrance, de la douleur et de la pauvreté. Les pouvoirs apotropaïques, miraculeux, thaumaturgiques, presque magiques de Maria soutiennent la vie quotidienne des couches les plus basses de la population et des croyants non chrétiens. Les miracles par lesquels la Béate se manifeste dans les moments difficiles de l'existence ont toujours été dirigés vers les subalternes et les derniers.
La procession devient ainsi, pour ceux qui sont en marche, un moment de rédemption et d'affirmation. Les croyants et non-croyants, croisant le regard de la statue, se laissent emporter par son charme et montrent une dévotion imprégnée de crainte et de surprise, d'espoir et de révérence, d'émotion et de joie. La Beggiamace ou à Marunuzza ou Notre-Dame de Trapani est accueillie le 15 août sur le parvis par des cris de joie des femmes tunisiennes à travers les typiques you-you et des applaudissements également de la part de la population musulmane. La bienheureuse n'est pas à l'usage et à la consommation des Siciliens ou des catholiques. Au contraire, elle se propose comme un symbole polyphonique et de pluralisme religieux, surmontant les barrières sociales, culturelles, historiques, politiques et religieuses présentes en Tunisie. Il semble que les religieux carmélites du mont Carmel, expulsés de Jérusalem, aient débarqué à Trapani pendant la période souabe aragonaise entre 1200 et 1238. Le Sénat de Trapani leur aurait attribué le couvent de l'église de la Madonna del Parto, située juste à l'extérieur des murs du nord, à peu près derrière l'église du collège des Jésuites. Ils auraient ensuite remplacé l'image de la Madonna Santissima della Grazia, ramenée de Jérusalem, qui n'était plus en mesure de résister à la foule des croyants, et commandé à des artistes de Pise de réaliser Una Madonna con il Bambino. L'historien carmélite Antonio Buzzi a dit d'avoir recopié en 1680 d'un manuscrit du XVe siècle en sicilien cette relation. L'image en marbre de la Vergine Santissima de Trapani était vénérée en Syrie dans l'église consacrée au chevalier templier Guerreggio. Cette image avait été transportée là depuis l'île de Chypre où, selon une tradition, elle avait été sculptée en 733 au château d'Enditet à Famagouste où elle fut vénérée pendant environ 400 ans. Cependant, la Terre Sainte était lentement soumise par les Turcs et le grand sultan de Babylone, Saladin, en 1187, avec une puissante armée, attaqua le pays, faisant disparaître tout espoir de salut. Une bataille décisive eut lieu en 1244, lorsque les chevaliers perses et syriens infligèrent une défaite terrifiante aux Templiers qui décidèrent de quitter la Terre Sainte. Guerreggio et deux autres chevaliers embarquèrent à destination de Pise, leur patrie. Un précieux coffre fut chargé sur la trirème. À l'intérieur se trouvait le simulacre pour le soustraire à la profanation des infidèles. Ils eurent le vent favorable pendant plusieurs jours, mais, arrivés près de Lampedusa, une tempête furieuse les obligea à se réfugier sur l'île. Après que l'ouragan se soit calmé, ils déployèrent les voiles, mais peu après, une autre tempête plus dangereuse les poussa à chercher refuge dans le port de Trapani. Ils restèrent là plusieurs mois pour effectuer des réparations sur le navire. Quand ils décidaient de reprendre le large, 1000 obstacles retardaient leur départ. C'est ainsi que les chevaliers pisans se rendirent compte, sous inspiration divine, que la Madone, pour le moment, voulait rester à Trapani et décidèrent, avant de reprendre leur navigation, de la confier au consul de Pise pour l'embarquer à la première occasion favorable. Après un court séjour dans le magasin des munitions, la statue fut placée dans l'église de la Madonna del Parto, administrée par les pères carmélites. En 1244, l'occasion se présenta pour le consul d'envoyer la statue à Pise par un navire en direction de Livourne. Il fit placer l'image sur un chariot tiré par des bœufs pour la conduire au quai. Mais les bêtes dociles, après avoir reçu le premier coup de fouet, se mirent à courir si rapidement que la force humaine ne fut pas assez forte pour les retenir, ni même pour redresser leur chemin vers le lieu destiné, mais, obstinées, elles prirent la route de la terre. Le long du trajet, d'innombrables prodiges se produisirent jusqu'au moment où ils arrivèrent devant la porte de l'église de Santa Maria Annunciata à la Gourga. La population incitait les bêtes à continuer ou à revenir en arrière, mais chaque tentative fut inutile. Une immense foule assistait aux prodiges et, attribuant cela à la volonté divine, força le consul à ordonner que la statue soit descendue du chariot et placée dans l'église à Gourga. Les pères carmélites qui s'étaient installés là car ils ne pouvaient résider en ville en tant qu'ermites sortirent en procession pour recevoir l'image sacrée en grande allégresse puisque la Madone avait montré de pouvoir choisir sa demeure.
Selon une autre version, la statue aurait été amenée à Trapani entre 1340 et 1360 pendant la lutte pour la primauté de la ville entre les familles Chiaramonte et Ventimiglia del Bosco. Ces derniers furent vaincus et leurs alliés pisans en payèrent les conséquences en subissant le séquestre de la statue qui fut transportée à la petite église de la Madonna del Parto. La Madonna continua à faire des miracles et à recevoir des offrandes. Le sénat de la ville, poussé par le peuple, autorisa son déplacement sur un chariot à bœufs vers l'église de Santa Maria Annunciata à la Gurga, officiée par les pères carmélites qui de gardiens en devinrent les propriétaires. Compte tenu de l'activité corsaire des abbés, de leur patronat sur l'église du Carmel et de l'origine pisane de la statue, une autre hypothèse suppose que le simulacre soit arrivé à Trapani, transporté par les galères pisanes qui sillonnaient la Méditerranée. Il pourrait avoir été pillé avec le reste de la cargaison par les corsaires, gardé dans l'église de Santa Maria Annunciata à la Gurga et placé sous le patronage des abbés. En écartant les aspects légendaires, en estimant l'arrivée du simulacre à l'époque aragonaise, Serraino écrit que le Sénat le confia aux frères carmélites pas au-delà de 1360. La paternité de l'œuvre fut attribuée par des auteurs comme Cosentino, Venturi et Polizzi à des artistes toscans du XIVe siècle avancé, Nino Pisano et son père Andrea, à qui la commande fut donnée au milieu du XIVe siècle. En se basant sur des éléments comme le drapé, le visage allongé et la douceur du sourire, des chercheurs autorisés comme Sciascia, Scuderi et d'autres confirmèrent que Nino Pisano en était l'auteur. Malgré cela, le charme de la légende sur l'arrivée de la Madonna demeure. Il est certain que Marie a choisi comme demeure un site périphérique en raison de son éloignement des murs de la ville et de son passé païen dédié au culte de la déesse Vénus. La statue, appelée Vergine col Bambino, est en marbre de Carrare, comme l'a confirmé la dernière restauration conservative. Elle mesure 165 cm de hauteur et pèse 15 quintaux. Le chanoine Fortunato Mondello la décrivit ainsi. Debout, vêtue d'un long et ample manteau retenu à l'aide de plis, elle tient l'enfant de son bras gauche et de son bras droit, elle immobilise sa main qui se rapproche de son sein. La prédilection du fils pour sa mère se révèle dans l'expression de ce petit visage enfantin, dans l'éloquence des yeux fixés sur son visage. La charité de Marie se lit sur son visage, légèrement incliné à gauche, qui semble comprendre tous les sentiments divins du fils. Marie ne le regarde pas, car son regard se tourne vers ceux qui la contemplent. Et c'est cette idée qui exalte le pèlerin dévoué. Marie écoute le bambino dans le léger mouvement de la tête, tout comme elle écoute les prières de ses enfants dévoués, en fixant le regard sur eux et en leur faisant comprendre la force de la piété religieuse. Sur son front se manifeste enfin ce sentiment mystérieux qui séduit et émeut. Le père Octavio Cayetano a écrit de la présence sur la bordure des manteaux de la Vierge et de l'Enfant de certaines lettres chaldéiques peintes en or. Saluez le Seigneur qui est grand bien que petit. Il est pourtant juste et doux. Sur la poitrine de la Vierge, un magnifique ornement de forme ronde avec les mots « Voici la servante du Seigneur ». Sur l'ourlet de la robe, à gauche, je crois que celle-ci est la grande mère de Dieu et à droite, la date du 15 août. À la base, terminé et sculpté Intidète, village de Chypre. Sur la partie intérieure, à l'arrière du manteau, moi, serviteur de Dieu, prêtre. Aucun signe n'est visible de nos jours. Il a dû disparaître à cause des baisers que les fidèles ont posés au fil des siècles ou des mouchoirs frottés en signe de dévotion. Bénéficiant des dons des gens, la Vierge fut ornée d'un splendide manteau couvert de nombreux ex-voto précieux qui masquaient ses traits. Dépouillée de ses trésors, elle se montra belle, nette, parfaite et harmonieuse. Quelques années après son transfert de l'église de la Madonna del Parto à la petite église de Santa Maria Annunciata à la Gurga, les Carmes reçurent en donation, le 24 août 1259, de la part du notaire Domenico Ribaldo degli Abbati et de sa première femme Palma d'Honores, un grand verger avec un puits, une petite église romane de dimension modeste, utile pour un nombre restreint de fidèles qui pouvaient être les paysans de la famille degli Abbati, appelée Santa Maria Annunciata à la Gurga, avec son propre couvent situé hors de la ville sur un terrain appelé Aneia. Des fermes, des fournitures d'hommes et animaux,
une boutique d'apothicaire, une taverne, un puits, 2 silos et une boutique près de l'embarcadère sablonneux de l'Arena. L'existence de cet embarcadère et de la boutique a permis de considérer combien soit ancien le rapport qui lie l'Annunziata et son sanctuaire avec la marine. Le 4 avril 1289, ils achetèrent, grâce au legs de Donna Perna degli Abbati, femme d'affaires et seconde épouse de Ribaldo, les terres de Chinea, d'Animargi, Agnone et un jardin florissant devant le couvent. Par cette donation, Donna Perna obtint la sépulture auprès de l'église pour elle-même et son mari qui en avait supervisé la construction. Aux transcriptions testamentaires participa le très jeune frère Alberto degli Abbati, né à Trapani en 1240, apparenté à Donna Perna, à qui il se dévoua dans ses dernières années et qui eut un rôle décisif dans les choix des abbati et dans la naissance du sanctuaire tout au long de sa vie. L'histoire de Trapani au XIVe siècle fournit 2 certitudes. La statue arriva par la mer, qui était alors le moyen de communication le plus évident. En 1300, une image sacrée, antérieure au simulacre actuel, se trouvait dans la petite église de Santa Maria Annunciata à La Gurga, comme en témoignent les pèlerinages, les pratiques dévotionnelles, la vénération et l'indulgence plénière accordées par Niccolo IV à ceux qui auraient visité le simulacre, dont l'église manifestait déjà des limites d'accueil. Vu la présence d'un chemin sablonneux reliant les murs à l'église, il fut envisagé de l'agrandir. Le 7 août 1307, Alberto degli Abbati mourut à Messina. À partir de 1315, Federico II d'Aragon augmenta les travaux de construction grâce aux aumônes, aux contributions des institutions et des religieux et à une partie des sommes perçues à travers la taxe sur le poisson. En outre, il accorda également au consul de faire la procession du Kyrio avec l'offrande d'une bougie et décréta une foire sur le terrain du sanctuaire. En général, il chercha à améliorer l'apparence et à fortifier la structure en agrandissant le couvent pour accueillir la communauté croissante des carmes et les personnalités laïques et ecclésiastiques en visite. En 1300, un premier édifice rustique à 3 nefs fut achevé, suivi du projet de façade principale. Vers 1370, 2 petites chapelles furent construites dans la zone derrière l'abside de l'église gothique. L'une plus grande dédiée à Saint-Albert et l'autre la plus petite dédiée à Saint-Jean. Les chapelles s'ouvraient sur un espace unique où la statue de la Madonna fut placée. Au début de l'époque espagnole, par volonté de Federico III d'Aragon, le 15 août fut organisée une procession qui partait de la Porte Austriaca ou Porte de la Madonna et longeait la rue de l'Annunziata pour la Festa dei Cerei afin de collecter des dons pour la construction du Grand Temple. Au fil des ans, elle fut déplacée par la suite au 25 mars, jour de l'Annonciation, puis au lundi après Pâques et à nouveau au 15 août. Parallèlement, une foire était organisée à l'intérieur de l'enceinte du sanctuaire, gérée par l'université de Trapani depuis 1302. La procession était précédée par des esclaves, suivis par la communauté des carmes, croix en tête, puis les divers corps de métier, les merciers à gauche, les apothicaires à droite et les commerçants au centre. Venaient ensuite les jurés avec le cierge royal et les chars avec musiciens. Ils se rendaient au temple de l'Annunziata et faisaient l'offrande annuelle à la Vierge. Les chars en bois, appelés aussi petites machines ou pyramides, portaient les insignes des différents corps de métier et étaient suivis d'instruments de musique. Les métiers lançaient au peuple des dragées, du pain béni, des amandes vertes, des pois chiches grillés et autres. Le consul de chaque corps de métier collectait les dons pour le temple. Les revenus de la foire et les offrandes des fidèles permirent l'achèvement du sanctuaire en 1332. À cause de querelles entre les consuls, les carmes et le Sénat concernant l'organisation de la procession et la gestion des offrandes, celle-ci perdit ses caractéristiques et fut abolie en 1779. Les fidèles et pèlerins, après avoir visité le simulacre, désiraient en acheter un comme souvenir. Environ 40 ateliers d'artisans de Trapani, situés principalement rue des Scultori ou des Corallari au XIIIe et XIVe siècle, reproduisirent des copies dévotionnelles à usage liturgique ou domestique en corail, albâtre, nacre et ivoire.
Aujourd'hui, ces objets se trouvent dispersés dans le monde entier. Par exemple, Andrea Carreca en réalisa un en ambre pour le roi de Pologne de l'époque. À la fin de l'époque gothique, en 1423, débuta la construction du porche devant la façade du temple et 10 ans plus tard, à l'Arena, le pont d'accès à l'église fut construit. Les gens de mer de Trapani, démarqués en pêcheurs et marins, demandèrent et obtinrent d'élever leur propre chapelle près du temple. Les pêcheurs construisirent leur chapelle de style gothique datant de 1476 à l'intérieur de l'église. Les marins, entre 1514 et 1552, rénovèrent et agrandirent la chapelle de la Résurrection qui conserve aujourd'hui le Saint-Sacrement. D'implantation Renaissance, avec des références à l'architecture sicilienne d'époque normande et d'influence gothique catalane, il est de forme cubique avec une coupole réalisée avec des anneaux concentriques en calcarénite reliés au tambour octogonal avec 4 niches d'angle et des coquilles à l'intérieur. La coquille, fréquente dans le temple, représente la fécondité en tant que début de vie nouvelle, de purification et de renaissance de l'esprit. Le simulacre, dès son arrivée, appartint aux Pisani et l'université en acquit la propriété. Le Sénat, après avoir nommé les carmes gardiens de la statue, conclut un accord avec eux. Il leur attribuerait le meilleur emplacement en contrepartie de leur engagement à financer la construction du grand complexe conventuel et ecclésiastique. Un conseil d'administration fut donc créé, composé de procureurs des deux parties, pour gérer les mouvements liés à la création du nouveau complexe, ainsi que les dons dévotionnels, devenus si abondants qu'ils suggérèrent aux prieurs du couvent, en 1522, de vendre certains d'entre eux pour acheter des objets utiles, comme l'a rapporté le notaire Giuliano Summa le 5 mars de la même année. Ce conseil disposa de plein pouvoir jusqu'aux années précédant la Première Guerre mondiale. Les ex-voto ont représenté la gratitude des humbles et des puissants envers la Madre, témoignant de la productivité artisanale en tant que patrimoine historique et artistique de cette terre. La liste des objets précieux fut soigneusement décrite dans le catalogue de Vincenzo Nobile, mais celui-ci ne fut plus mis à jour. Parmi les pièces les plus précieuses du riche trésor de la Vierge, en plus de la paire de couronnes des 2 couronnements, toutes en or pur et constellées de pierres précieuses, on compte un ostensoir doté de lunettes et chasses, un calice et un ciboire en or massif ciselé, ainsi que de nombreux calices en or, argent et argent doré, des parures en filigrane, brodées de perles, des bracelets, des colliers et des milliers d'anneaux et objets en corail. La statue placée hors des murs rendait difficile les pèlerinages, contraignant le Sénat à la déplacer souvent en ville. Cette occasion fut propice pour faire surmonter à la population des états d'anxiété, de peur ou de mécontentement générés par des incursions, des invasions, des menaces et des pestes, en jouant sur la foi et la dévotion. Cependant, des controverses éclatèrent rapidement entre le Sénat et les carmes, qui revendiquèrent des droits de priorité et de participation aux processions, prétendirent la propriété exclusive du simulacre, demandèrent le monopole du culte et s'opposèrent au transport de Sant'Alberto. Un accord ultérieur stipula que les jurés auraient protégé le simulacre en cas de guerre ou de calamité, avec l'obligation de le transporter à l'intérieur des murs pour le placer dans l'hospice des Carmes qui devait encore être construit. En attendant, l'hospice de Saint-Filippo serait utilisé pour célébrer les offices divins par les Carmes eux-mêmes. Une fois le danger passé, la statue serait retournée au couvent. Ainsi, en raison de l'éloignement du sanctuaire à la ville, plusieurs transferts du simulacre furent réalisés qui, selon les circonstances, joyeuses ou douloureuses, sociopolitiques ou dévotionnelles, furent appelés transports ou processions, trouvant presque toujours un abri immédiat à l'hospice de Saint-Filippo, près de la muraille, à côté du Castello di Terra. De nombreux transports ont été documentés par frère Bénigne de Santa Caterina et le père Carme Gabriel Monaco. Il semble qu'un transfert ait eu lieu en 1476, mais sans qu'aucune source officielle ne l'atteste. Le 11 octobre 1527, une formidable armée composée de 100 galères bien armées, mélangeant français, génois et vénitiens, qui voulaient anéantir Trapani, suggéra d'effectuer un transport pour mettre le simulacre à l'abri dans l'église de San Giuliano.
Quelques années plus tard, les marins achevèrent les travaux structurels de leur chapelle et, après 10 ans, ce fut au tour des pêcheurs. Pendant ce temps, les frères et la famille patronale des Ventimiglia del Bosco décidèrent de rénover et de transformer les espaces des deux chapelles médiévales, celle de San Giovanni et celle de Sant'Alberto, ainsi qu'un autre petit espace déjà considéré comme la petite pièce de Sant'Alberto. Durant le priorat du père Luigi d'Aiuto, Francesco Ventimiglia del Bosco commanda en 1531 à Antonello Gaggini l'arc de triomphe pour l'accès au sanctuaire de la Vierge. En 1534, 82 galères d'Ariadeno, dit le Barbarossa, roi d'Alger et célèbre corsaire turc, avaient bloqué le phare de Messina et donné à craindre. Et donc, nos anciens pères prirent des précautions en transportant la vénérable statue en ville, où elle resta à l'hospice de San Filippo du 3 au 13 octobre. Le 15 août 1537, après la mort de Gaggini, l'arc de triomphe fut livré dans la chapelle de la Bienheureuse, un exemple de renaissance sicilienne. Il montre les profils en relief de 10 prophètes dans les piliers, les figures de l'ange annonciateur et de la Vierge dans les médaillons des colonnes, la figure du Père omnipotent en haut relief, entouré dans le tympan de chérubins ailés, les statues de Saint-Élie et Saint-Élysée sur les cimaises ajoutées au XVIIe siècle, des décors en feuilles d'acanthe, des rosaces, des guirlandes et des festons. La même année, la construction de la chapelle des pêcheurs fut achevée, qui présente un grand arc ogival, une couverture côtelée de forme octogonale. Sur les murs figurent des vestiges de fresques, tout comme dans les voûtes datant de 1537. La statue sacrée fut encore transportée en 1544 car le corsaire turc Dragut menaçait la ville avec 10 vaisseaux de guerre. Vers 1550 naquit dans une noble famille de Trapani Egidio Onesti. Il entra dans l'ordre en 1565. Sa personnalité eut une influence sur les œuvres dans la résidence des Carmes grâce à ses relations avec les autorités civiles et politiques. Il introduisit le maniérisme sicilien à Trapani en collaborant avec des artisans et des artistes palermitains tels que le sculpteur-architecte Jacopino Salemi et le peintre Giuseppe Elvino dit le Sozzo. Le 10 juin 1553, en raison de la présence d'armées turques près de la côte, un autre transport eut lieu. Encore une fois, l'hospice de San Filippo servit de refuge. Pendant ce temps, l'ex-voto d'origine populaire se répandit. Une petite peinture sur bois représentant un danger vécu pour lequel une grâce avait été accordée après avoir invoqué la Vierge de Trapani. Cela représentait, comme le définit le professeur Angelo Turchini, un document de coutume, une foi inestimable et un phénomène artistique primordial. Il existait des ateliers spécialisés qui exposaient le panneau « Ici on fait des miracles ». Le couvent lui-même recommandait les petites planches des miracles en les commandant à un certain Raphaël peintre. Au sanctuaire, il y a une galerie qui expose une collection d'ex-voto liées aux activités maritimes, paysannes, artisanales et même sociales. En première ligne figure la scène du danger avec, en haut dans un ovale, la figure de la Vierge invoquée, parfois accompagnée de saint François de Paule. Le 10 mai 1563, 30 galères turques, apparues à proximité de Trapani, prêtes à faire la guerre à la ville, poussèrent à déplacer le simulacre qui fut installé dans l'église de San Giovanni della Disciplina, car l'église de San Filippo était occupée par des soldats espagnols. Presque un an après, en raison des mouvements des Turcs, la statue fut d'abord placée dans l'église paroissiale de San Niccolò, puis, après quelques jours, transférée à l'hospice de San Filippo, une fois les soldats espagnols partis. Lors de cette arrivée, la Vierge accorda de manière surprenante la guérison à 2 mendiants. L'un était aveugle, l'autre paralysé. Tous deux s'aidaient mutuellement dans leurs besoins. Et comme ils tiraient des revenus de cette misère grâce à la pitié des fidèles, craignant de les perdre en rencontrant la statue prodigieuse de Marie, qu'ils entendaient approcher au bruit de la foule festive, ils prirent la fuite en se dirigeant vers la rue près de l'église de San Domenico. Et comme la statue devait être placée dans l'église de San Niccolò, elle fut donc conduite par la rue dénommée la Rua Nuova.
Lorsque les fuyards passèrent par la partie haute de la rue, appelée la Chiesa di San Domenico, ils furent de façon inattendue découverts par l'œil perçant de la Vierge qui, admirablement, rendit la vue à l'aveugle et fit marcher d'un pas rapide le paralytique. En 1569, la présence d'armées turques suscita un autre transfert. En 1576, à cause d'une épidémie très grave, elle fut placée à l'hospice de San Filippo. Lors de ce transport, la Vierge accorda la guérison à un paralytique qui l'invoquait avec foi et fut instantanément guéri devant toute la foule. Après avoir démoli un petit donjon de la chapelle des Marins, à Causa che faceva Baccio, en 1581, les travaux commencèrent pour la construction de la chapelle de San Vito, dédiée par la suite également à Sainte Thérèse, actuellement du Sacré-Cœur. Cette même année, le 8 décembre, le Sénat proclama Saint Albert, saint patron principal. En 1582, l'église s'enrichit d'un magnifique lutrin en bronze commandé par le prieur Egidio Nesti selon des dessins de Jacopino Salemi et fondu par l'artisan de Trapani Annibalescu d'Aniglio. Cette année-là commença la restructuration de la chapelle Fardella dédiée au saint de Trapani Sant'Alberto degli Abbati et la chapelle de San Vito fut terminée. Depuis un certain temps, les Carmes projetaient de construire leur hospice dans le centre historique pour y transférer périodiquement la statue et également comme infirmerie. Après avoir acheté le terrain près de la Porte Felice ou de la Bocceria et encouragé par l'effondrement de l'hospice de San Filippo, la construction commença en 1587. Le complexe de l'Annunziata ressembla de plus en plus aux cathédrales d'origine gothique, lieu de pèlerinage. Il se transforma en un temple complexe où le pèlerin trouvait des reliques et des statues de dévotion, telles que le prophète Saint Élia, la relique du crâne de Saint Alberto, premier saint carme sicilien du couvent de Trapani, et San Vito, dont les carmes avaient réussi à obtenir la relique du crâne. Plus récemment, en 1948, il s'enrichit d'un reliquaire en argent et cristal de style gothique, réalisé d'après le dessin de l'architecte et ingénieur Attilio Decio Marrone, contenant l'humérus gauche et la mâchoire du bienheureux carme Luigi Rabata, et, sous le maître-autel, la figure d'un saint habillé en soldat, couvert d'un vêtement liturgique et contenant divers ossements recomposés appartenant à Saint Clemente Martire. Pour découvrir la bienheureuse, il faut passer derrière le maître-autel où, en arrière-plan, se trouve l'Annonciation de Rosario Matera de 1770. À travers deux portes datant du XVIe siècle, on accède à la chapelle. Soudain, on se sent enveloppé d'une vaporeuse lumière tamisée, propice à la prière et à la contemplation, qui conduit vers un lieu précieux comme un écrin, non seulement pour la richesse de ses ornements, mais aussi pour son isolement du monde extérieur. Il transmet une impression de discrétion et cache un mystère. On dirait l'entrée du paradis. Dans le passage entre la chapelle de la Vierge et celle du Sacré-Cœur, il y a le refuge de la Vierge, car c'est là qu'elle fut placée pour être protégée des bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. Sur le mur frontal, un tableau du carme Gabriele Saggi. En dessous, une plaque rappelle cet événement historique. Les carmes ne purent permettre que les pèlerins souffrent non seulement de l'épuisant pèlerinage, mais aussi de l'attente de la visite au simulacre. Au début, ils passaient des heures nocturnes dans l'église. Ainsi, des permissions appropriées furent demandées au pape Sixte V et dès 1583, ils furent accueillis dans les locaux de lavement situés au rez-de-chaussée du couvent, utilisés par la Pia Opera della Lavanda dei Piedi ai Pellegrini, liée à la confrérie de la Ficarella. Le 19 juin 1586, il incomba au pape, à travers une bulle, de régler définitivement les questions survenues entre l'université et les pères carmes. 2 ans après, à cause du retour des Turcs en ville, un nouveau transfert fut organisé. En 1590 naquit Basilio Cavarretta, issu d'une famille noble de Trapani. Il renonça au plaisir de la vie civile pour porter l'habit carme. Il fut le bienfaiteur de grandes œuvres réalisées dans le couvent et de dons substantiels de son patrimoine privé. L'année suivante, le vice-roi de Sicile, Diego Enriquez Guzman, comte d'Alba de Liste, commanda le portail du sanctuaire de la Vierge, voulu par le prieur de Trapani Eligio Fiorentino, dessiné par le sculpteur architecte Jacopino Salemi et réalisé par le fondeur palermitain Giuliano Musarra.
Il se compose de mailles de filets de pêche avec des nœuds plats symbolisant l'amour indissoluble des marins et des habitants de Trapani pour Marie. Derrière la grille, au centre, se dresse la Vierge sur un autel à 8 colonnes ioniques disposées en demi-cercle, embellies de chapiteaux corinthiens. En 1592, le vice-roi de Sicile lui-même, satisfait du résultat, déclara « Que celui qui veut la voir plus belle aille au paradis ». Et l'épouse de Pietro Fuxardo, marquis de Los Vélez, s'exclama « Cette Vierge de Trapani ne me tombera jamais du cœur ». La construction de l'hospice des Carmes se termina en 1596. Elle fut dédiée à la Madonna del Carmine. À l'angle de l'église, une plaque fut apposée pour rappeler que depuis 1587, la statue de la Vierge y avait été placée en raison de la menace d'une guerre imminente. 2 ans après, un autre transfert. La sécheresse est un très grand châtiment de Dieu, car elle prive les campagnes de l'élément nécessaire au bon moment et met en péril la récolte. À la mort du prieur Egidio Onesti en mai 1611, pour éviter l'arrêt des travaux dans le complexe ecclésiastique, le sculpteur-architecte Jacopino Salemi fut impliqué. En mémoire du prieur, le peintre Giuseppe Alvino le représenta parmi d'autres ecclésiastiques dans la toile Il nome di Gesù. Le 11 juillet 1614, elle eut l'occasion, à cause de la menace de 11 vaisseaux ottomans qui croisaient près de Trapani et menaçaient la ville de quelque insulte hostile. Un an après, par crainte d'un nouvel assaut barbaresque contre la ville. La même année, Don Pietro Girone, duc d'Ossuna, offrit une lampe en argent munie de coupe qui fut placée dans la chapelle pour décoration, pour l'éternité et pour y rester à jamais et non autrement. Dans le tableau d'un auteur anonyme de 1735, représentant une procession de la Vierge revenant à son sanctuaire, exposé au musée Pepoli de Trapani, on met en évidence la présence d'un petit lac face à la façade et d'un tronçon de rue surélevé. Un pont relie l'île et la rive sablonneuse de l'Arena au territoire au pied du Monte Erice. De son côté, la vue d'Orlandi met en évidence la présence du fossé urbain avec le pont d'accès à la ville et les salines reliées à une vaste dépression lagunaire qui rejoint la mer. Les salines, visibles dans les 2 œuvres, suggèrent que la zone était à l'origine une mer et qu'elle constituait dans l'Antiquité le port de la ville d'Erice d'abord et puis celui de Trapani. En retirant les salines de la carte de la ville, on peut imaginer l'étendue de ce port au service de la montagne et la plaine, autrefois appelée Drepana, c'est-à-dire les faucilles, ce qui permet de dévoiler l'expression de Pugnatore, bien plus portuaire qu'elle ne le resta ensuite. À l'extérieur des murs apparaît la route, marquée comme un sentier, qui, après avoir traversé le pont en bois de l'Annunziata, trouve un autel au milieu de la rue avec un crucifix. Dans une carte suivante de 1855, le tronçon de territoire le plus proche de la ville, après la disparition du fossé, est représenté par les marécages denses de la Marinella, traversés par la route qui, près de l'ancienne baie du Nord, dévie en direction du temple. Depuis longtemps, les Carmes demandaient d'améliorer la route sablonneuse menant au sanctuaire et de construire un pont en mesure de franchir le canal d'eau. Il semble que le chevalier Giacomo Ravida, très dévoué, ait ordonné à ses propres frais. Il faut terminer toute la route qui va de cette ville à la Sainte Vierge afin que l'on puisse plus facilement se rendre en ce saint lieu et donc paver à l'aide de pierres plates toute la route sablonneuse. C'est ainsi qu'est née la Giacata. Le 6 septembre 1636, à cause d'un nouveau mouvement d'invasion mahométane, un nouveau transfert fut effectué. Quelques années plus tard, commencèrent les travaux pour la construction d'un bâtiment dans le couvent qui abriterait le magnifique escalier, œuvre du maître d'œuvre entrepreneur maçon palermitain Francesco Marchisi. En raison d'une horrible famine, en 1641, un autre transport eut lieu. Et encore en 1645, toujours à cause de la présence des armées turques. Dans le cadre du renouvellement des bâtiments ecclésiastiques voulu par la réforme catholique, le prieur Basilio Cavarretta encouragea les travaux dans le porche du cloître pour améliorer l'accueil du couvent. Pour en garder mémoire, l'année 1650 fut gravée à la base d'une colonne, tout comme le nom du prieur sur certains chapiteaux du portique méridional.
Ainsi, à l'étage supérieur, de lumineux et spacieux couloirs abritaient les cellules des frères de la communauté. Au rez-de-chaussée, là où la capitolare et le magnifique escalier. De là passait le solennel cortège des religieux qui, traversant le vaste salon qui s'ouvre à ses pieds par une porte aujourd'hui murée, se dirigeait à la sacristie, à l'église, en chantant les louanges divines. Dans le grand cloître, les 80 colonnes toscanes soutenant des arcs en plein cintre favorisaient la méditation et le culte des moines. Ici, une végétation luxuriante rappelait le jardin typique du mont Carmel en Palestine, avec des fleurs et des plantes arrosées avec l'eau de la Vierge, source de vie qui purifie et renouvelle l'esprit, recueillie dans une citerne provenant du jardin de Diphal. Dès 1626, afin d'éviter les dommages causés par les mouvements du chariot pendant les transports, le simulacre fut placé sur un support porté sur les épaules des marins à la suite d'une procession solennelle du clergé, du Sénat et du peuple. Le 30 octobre 1654 eut lieu un nouveau transport lorsque la flotte française, forte de 26 navires et 6 galères, apparut à Favignana sous la conduite de Monseigneur Gbissa. Mais à la clameur du salut fait à la Vierge de la part de la susdite armée pendant le transport du simulacre qui passait devant les forteresses de la ville, il leva immédiatement l'ancre et faisant un salut général à la Vierge, il alla naviguer ailleurs. La Vierge signala cette venue en accordant à Giacomo Paneri, blessé, à Giuseppe Greco, muet depuis 6 ans, et à un pauvre paralytique, la guérison instantanée. Dans la chapelle de la Vierge se trouve un orgue datant de 1630, ainsi qu'un grand nombre de lampes en argent d'une grande finesse. Les murs du sanctuaire ont été décorés en 1661 avec des motifs arabesques et des petits marbres polychromes incrustés appelés mischi et tramischi. L'antépendium en argent a été réalisé en 1640, le tabernacle en argent, œuvre de Bernardo Bonaiuto, en 1770, et les majestueux candélabres de part et d'autre de la balustrade ont été donnés par Don Giovanni d'Autriche le 16 août 1652. Les candélabres et les anges près de la statue, sculptés en 1840 par Alberto Aleo et Francesco Mariano de Trapani, ont été recouverts d'argent par leur concitoyen Giuseppe Costadura. Le 7 mars 1665, le prieur Basilio Cavaretta mourut. Dans le tableau de la Pentecôte, œuvre d'un inconnu, il est possible de l'identifier dans le carme agenouillé en bas à droite. 2 ans plus tard, le simulacre fut nommé Maria Santissima di Trapani et 3 ans après, la chapelle de la Bienheureuse fut achevée. 10 ans après la mort du prieur Basilio Cavaretta, le clocher fut achevé à la place des précédents, de style Renaissance et, auparavant médiéval, pour la construction duquel 3000 écus furent dépensés. Le maître d'œuvre Simone Pisano a élevé ce clocher selon son propre projet et, avec sa compétence, il a rendu un grand honneur à sa ville natale, Trapani. Ce clocher est célèbre pour sa fabrication de main de maître avec un escalier intérieur en forme de spirale et ses 4 cloches harmonieuses. Sur la même façade, une rosace avec 12 petites colonnes et des arcs entrecroisés, similaires à celle de l'église de Sant'Agostino, de type à rayons qui surplombe la porte principale d'accès au temple. Du haut du clocher, les bronzes sacrés diffusaient leur son mélodieux à travers la campagne et les vastes salines auxquelles répondaient en chœur les cloches des nombreuses églises. L'imposant clocher laisse penser qu'il était non seulement utile pour appeler les fidèles, mais aussi comme point d'observation, étant donné sa position en ouverte campagne et très près de la mer. La chapelle Fardella, dédiée à Sant'Alberto, fut achevée en 1676 sur commande des familles Fardella de Torrearsa et Tipa. On y accède depuis la chapelle de la Vierge par 2 portes sculptées de style Renaissance. De nombreux tableaux sont accrochés au mur. Sur l'autel baroque, formé de marbre mischi et tramischi, se dresse la statue en argent de Sant'Alberto. À côté se trouve sa petite cellule. L'accès à la sacristie se fait par une porte en bois massif commandée par Antonio Lafamato et Geremia de Modica en 1729. En descendant quelques marches, à gauche, 3 armoires à tiroirs contenant des vêtements sacrés, du linge d'autel et des livres liturgiques. 3 larges fenêtres donnent sur le cloître, permettant à la lumière du jour d'y pénétrer, de l'aube au crépuscule.
Le plafond est décoré de 3 fresques de Domenico la Bruna de la première moitié de 1700. La ville fortifiée s'étendait jusqu'à l'actuelle rue Trenta Gennaio et au-delà de la muraille, une plage vaste et sordide s'étendait. En ville, l'effigie mariale était présente sur les façades de plusieurs églises, Sant'Agostino, San Lorenzo et Sant'Alberto, mais aussi au palais Cavaretta et au port. Pour les dévots, il était facile d'identifier le sanctuaire grâce à sa silhouette carrée, mais traverser ce désert par une route étroite et tortueuse représentait un sacrifice, une exposition aux intempéries en hiver et à la chaleur accablante en été, sans compter le risque de vol éventuel. L'exigence d'avoir une organisation plus adéquate du chemin menant les pèlerins au lieu de culte a conduit en 1681 les maçons Francesco Maurici, Niccolò et Giuseppe D'Amico à collaborer avec Giacomo Scafidi, procureur de Don Giuseppe del Bosco, pour améliorer la montée de la route et se protéger des marécages salins. Ils construisirent les 24 premiers arcs qui devaient servir d'abri pour les pèlerins contre la pluie et le soleil. Édifier également des chapelles comme station pour les pèlerins. En observant la veduta di Anonimo du Museo Pepoli, il semble que l'architecture des petites chapelles en bordure de route s'inspire du modèle de l'édicule de Santa Crescenza, près de San Vito lo Capo. À proximité du sanctuaire, la route longe quelques entrepôts. Ce pourraient être les stazzuna, où étaient fabriquées les briques et les poteries en terre cuite. Près de l'église, on aperçoit une fontaine jaillissante et un abreuvoir qui devaient être reliés entre eux, et encore un petit monument surmonté d'une croix dont Pugnatore a fait mention. Pour la dévotion et la mémoire de ce débarquement, une croix en pierre fut érigée sur quelques gradins en pierre que l'on voit aujourd'hui à environ un tiers d'arc, plus à l'ouest du monastère de l'Annunziata, au milieu de la voie publique. En 1689, le maître d'œuvre Simone Pisano réalisa le pavage sur la chaussée de la rue qui, de la ville, près de la porte San-Filippo, menait à l'église. Il répara également quelques petites chapelles et en construisit d'autres en ville. À la fin des Quartarari, dans la maison de la Santé et près de la porte des Galli. La rue traversée et longeait le lac Cepeo, dont l'assainissement à des fins agricoles commença plus tard, en 1810, et se poursuivit jusqu'à la fin du siècle. Après la moitié du XIXe siècle, en plus du lac, le canal navigable bordant les salines fut également comblé. En 1693, une miniature de la ville historique de Trapani, en feuilles d'argent, fut placée au pied du simulacre, offerte par Don Marcello Sieri Pepoli et Don Marcello Caraffa, des nobles de la ville de Trapani. Lors du tremblement de terre de la même année, en remerciement à la Vierge d'avoir protégé la ville et ses habitants, le Sénat fit le vœu de célébrer chaque année un triduum, se rendant en grande parade au sanctuaire. Le Ferragosto de Trapani, connu en Sicile depuis le XVIIe siècle, était l'une des plus grandes et plus belles fêtes que la ville pouvait offrir aux étrangers et aux citoyens. Elle durait 4 jours à partir du 13 août et précédait la solennelle fête du patron Sant'Alberto. Grâce à la collection Pereira, nous avons acquis un laissez-passer du 6 mars 1691, durant le règne du roi Charles II d'Espagne en Sicile, signé par le vice-roi Giovan Francesco Pacheco, délivré au pèlerin calabrais Giuseppe Fidili, débarqué à Messine et arrivé à Palerme le 19 février 1691, avec l'intention de se rendre à Trapani pour rendre hommage à la Vierge. Les gardes de la santé l'arrêtèrent, le maintenant sous surveillance. N'ayant pas de risque de contagion, le vice-roi autorisa le Conseil de la santé à libérer Fidili pour qu'il puisse atteindre sa destination finale. Le 12 août, les membres de la congrégation du crucifix, dite la Ficarella, se rendaient au sanctuaire pour laver les pieds des nombreux pèlerins, fournissant de la nourriture aux nécessiteux. C'est pourquoi à Trapani on disait « à Santa Chiara, lo strano cala ». Le premier jour de la fête, un orchestre traversait la ville pour égayer les promenades des gens. L'après-midi, du Castello di Terra partait la course des chevaux qui atteignait le palio placé à la porte des Cappuccini. Le soir, on allumait des paramites en bois avec des tasses remplies d'huile et le long de la rive, en face de la Colombaia, on faisait brûler des tonneaux de goudron. Avec le temps, la course fut déplacée vers la plus grande marina. Les rues principales, le palais sénatorial et les habitations étaient illuminées. À la loggia, on plantait la machine des feux d'artifice.
Hexagonale, recouverte de pétards, elle se terminait par une flèche. Au sommet, surmonté du globe, se trouvait la statue de la paix qui, avec un flambeau à la main, allumait les feux disposés en bas avec des pétards et des feux d'artifice qui créaient de spectaculaires lumières colorées. Le deuxième jour, à 21h, on organisait la sortie de 3 machines avec de grandes scénographies en bois, recouvertes et décorées de figures en papier mâché et accompagnées de personnages à cheval. Devant le palais sénatorial se tenaient 2 petits chariots précédant un plus grand, portant la statue en bois de Nostra Signora, recouverte d'un voile appelé cortinaggio, qui, à 22h, au son des cloches, était tiré au moment où la même se produisait à l'intérieur du sanctuaire. La tirata dei sette veli, qui couvrait la statue en marbre, connue sous le nom de Accalata d'Attila ou A Festa Uscomudio, célébrait le sens du mystère et de la vénération. En priant devant le visage découvert de la Regina del Cielo, ressenti comme une présence vivante, on était sûr d'obtenir des grâces. On dénouait des vœux dans l'espoir de guérison miraculeuse, même pour les fous et les possédés spirituels, dont le mal était attribué par la croyance populaire à la présence d'un habitant des ténèbres. A Festa Uscomudio fut avec le temps supprimé. Le 3e jour, les condamnés pour dette civile étaient libérés. À 23h, le Sénat à cheval se rendait au temple pour recevoir la bénédiction. Le palais sénatorial et les rues de la ville étaient largement illuminés, tout comme l'arrière-pays et les îles. La musique divertissait la foule, des jeux d'artifice étaient organisés sur la côte et un grand hôtel éclairé de cierges était installé à la marina. Le 4e jour était consacré à la Vierge avec la solennelle procession de la statue en bois portée sur les épaules par des marins choisis, vêtus de blanc. 2 longues rangées de processionnels avec des lanternes allumées décoraient le cortège religieux et la foule en fête criait « Viva Maria di Trapani ». Encore un transport pour un blocus qui encercla Trapani pendant 2 ans. Ainsi, le 2 juillet 1717, la vénérable statue de Marie fut portée par les marins à l'église du Carmel à 22h un lundi. À cette époque, on vit 3 armées en Sicile, les Espagnols, les Savoyards et les Allemands. Pour les festivités du prétendu millénaire depuis la réalisation du simulacre, le Sénat de Trapani décida également de décorer les rues, les hôtels, les machines fixes et les arcs de triomphe, les ornements et les décorations des balcons et fenêtres avec des lumières, ainsi que les illuminations habituelles pour ces nuits non seulement en ville, mais aussi tout le long du tronçon de 1500 pas environ qui conduit au grand temple de la dite dame. Arrivée al piano del Castello di Terra, elle fut saluée par une salve de 40 carneaux et, après avoir tourné longuement le long des rues, arrivée à la fin à 6 heures de la nuit, environ 2 heures du matin, et s'étant arrêtée sur la place du palais du Sénat, d'où elle était partie, les musiciens chantèrent les litanies de la Vierge, répétées par le peuple, plus avec des larmes de tendre affection qu'avec la voix. À la fin, elle fut saluée à nouveau par une salve de 40 canons, clôturant ainsi ce beau cycle de ces 5 jours de festivités jamais vus auparavant. Lors de cette occasion, le 14 mars 1734, par une cérémonie encore jamais célébrée en Sicile, le chapitre Vatican couronna solennellement le simulacre de la Vierge et de l'Enfant en raison de son antiquité, des prodiges réalisés et de la participation des peuples. À 23h, étant donné que la statue en marbre risquait d'être endommagée, la copie en bois appartenant au noble de Trapani Giovanni Ferro fut portée en cortège depuis l'église du Carmine jusqu'à la paroisse régente. Une procession suivit dans les rues de la ville. Encore un abri pour notre Grande Signora Maria, porté par les marins à l'église du Carmine à 21h un jeudi, en raison de la guerre entre les Espagnols et les Allemands. Le 7 septembre commença le blocus. Le 13 juillet 1735, les Espagnols pénétrèrent dans la première tranchée de la ville à 11h30. Le 31 juillet 1735, les Espagnols entrèrent victorieux dans la ville à 14h environ. L'huile sur toile conservée au musée régional Agostino Pepoli, réalisée par un peintre anonyme de l'école de Domenico Labruna, probablement sur commande des pères Carmes en mémoire de ce transport, pourrait être attribuable à cette période. À vol d'oiseau, elle représente, conformément avec la légende mythologique de sa création,
La ville, en forme de faucille, à l'intérieur des murailles, avec ses 3 quartiers, le Castello di Mare, il Castello di Terra, la Torre di Ligny, les Isole Egadi, les Salines et le village féodal de Pacheco. Le trajet de la procession part de la ville fortifiée jusqu'au complexe carmélite. Il est bien tracé, met en évidence les édicules sacrés et montre le simulacre se dirigeant vers le temple, accompagné des autorités religieuses, civiles et militaires, des fidèles vêtus de costumes du XVIIIe siècle. En 1741, le Sénat de Trapani fit démolir le petit porche devant la façade du temple. Il décida également l'intervention ad meliorem formam reducere de l'entreprise en confiant le projet à l'architecte Giovan Biagio Amico avec la démolition des 3 nefs gothiques et la réalisation d'une grande salle de style baroque renaissance avec 16 colonnes monolithiques en pierre de Petropalazzo et des stucs argentés. L'escalier majestueux fut également achevé et les argentiers Vincenzo Monaiuto et Michele Tumbarello réalisèrent la statue reliquaire argentée de Sant'Alberto. En 1754, Giovan Biagio Amico mourut. Les travaux furent dirigés par son collaborateur, l'architecte Luciano Gambina. Il semble également qu'il y ait eu un autre transport, mais non officiel. 10 ans plus tard, les travaux de la reconstruction du temple furent terminés et la finition décorative achevée. Le 6 août 1779, veille du très glorieux Sant'Alberto Abate des Carmes. Après le repas à l'église de Maria Santissima de Trapani, où réside la sainte tête de ce saint, les dévots se rendaient pour assister à l'extraction du cuttuni, qui était annuellement tiré de la tête de la statue d'argent. Il était ensuite transporté sous les applaudissements du peuple jusqu'à l'église du Carmel, à l'intérieur de la ville, où il entrait en grande pompe et particulière allégresse, recevant tous les honneurs qui sont dus à un héros de la ville et saint protecteur. Le 26 février 1790, Maria Santissima de Trapani fut acclamée et proclamée protectrice de la ville avec Sant'Alberto. En juin 1820, les émeutes révolutionnaires pour l'indépendance de l'île du royaume des 2 Siciles sous contrôle des Bourbons éclatèrent à Palerme. Il fut décidé de transférer le 13 août le simulacre et la statue de Sant'Alberto. Après plus d'1 an, une fois l'ordre public rétabli, ils retournèrent tous 2 au sanctuaire. Après la parenthèse révolutionnaire, les frères Carme commissionnèrent à Francesco Cutrona le tableau « Le solennel transport de la Vierge de Trapani », huile sur toile de 1822, aujourd'hui conservé au musée Pepoli de Trapani. Dans cette œuvre, vers les pentes de la montagne, sous un baldaquin, la Vierge est conduite vers son sanctuaire. La ville est entourée de solides murailles, d'où émerge l'église de Saint-Pierre avec son clocher, le campanile du monastère de la Badia Nuova et la caserne des Espagnols. Elle est entourée de campagnes et de salines. Au nord, on distingue la longue rangée d'arches de l'aqueduc. Le long du parcours, 7 petites chapelles avec des autels pour exposer les mystères de la Très Sainte Vierge. Sur le parcours, des membres de la confrérie des Blancs, des militaires, des religieux, des femmes et des enfants. La foule applaudit joyeusement, levant les bras au ciel ou priant à genoux. Étendue sur la côte, on distingue la madrague de San Giuliano Palazzo, à droite le majestueux clocher de l'ensemble carmélite, relié à la ville par une route surélevée qui traverse un territoire marécageux. Aujourd'hui, les chapelles subsistent via delle Arti, via 30 Gennaio et via Conte Agostino Pepoli. En 1837, à cause du choléra, une procession fut organisée accompagnée de moments de dévotion festive également à Sant'Alberto avec des voix criant « E chi non siamo trapanisi, solo quando siamo malati lo chiamiamo, itamuccilla naucia santa voce » et le peuple répondait en écho « Viva Maria e Santo Liberto ». En 1848, un autre transport eut lieu en raison des insurrections pour l'émancipation sicilienne du gouvernement Bourbon. L'année 1866 marqua la suppression des ordres religieux avec l'évacuation des couvents qui changèrent de destination d'utilisation. Ainsi, le couvent devint le siège d'école primaire, hébergea le médecin de campagne, puis une caserne des carabiniers. Puis le silence tomba,
interrompu en 1905 par le comte Agostino Pepoli, qui créa le musée de la ville en offrant son patrimoine artistique et bibliographique, personnel et familial. Le touriste arrivant du centre-ville aperçoit un abbigliature du début du XXe siècle avec des traits médiévaux, romans, gothiques, mauresques et renaissance, érigés peut-être sur les restes d'une ancienne fontaine créée par les frères Carmes pour les pèlerins et leurs animaux. Suit le beau jardin de la villa communale Pepoli avec sa façade, le portail gothique du XIVe siècle tardif à forme ogivale, l'arrosage du XIVe siècle en éventail et le monumental clocher baroque. En entrant dans le temple, sur la porte centrale, on trouve l'orgue majestueux et récent de 1981. Le long des murs, on admire des toiles de Giuseppe Felice représentant les moments forts de la vie de Maria Santissima, ainsi qu'une toile de Domenico Labruna montrant la Madonna en gloire, entourée d'anges, des saints Alberto, Ivo, Giovanni Evangelista, Luigi Labata à droite, et au pied la ville de Trapani. On conserve également la châsse en bois à colonnes qui était portée à bras d'homme, ainsi que le chariot à roues utilisé comme trône pérégrinant. L'autel, encadré d'un magnifique arc de triomphe, entouré d'un chœur en noyer du XVIIe siècle, construit par le frère Carme Leonardo Maltisi, est situé sous une haute coupole ovale. Le magnifique sol en marbre polychrome dans la chapelle et le sanctuaire de la Beata, inauguré le 31 juillet 1956, a été réalisé d'après les dessins de l'architecte et ingénieur de Trapani, Decio Attilio Marrone. Dans le mortier utilisé pour la pose, un parchemin souvenir et un médaillon de la Vierge ont été insérés. De l'ancien couvent restent les murs périphériques avec des portails, fenêtres et fenêtres à meneaux, certaines couvertures, une plaque de tuf représentant un labour pouvant être attribuable à la meule de l'Annunziata et un fragment de linteau en marbre représentant un homme à cheval foulant un dragon. À ceux qui visitent le cloître et le couvent s'offre un voyage dans l'histoire de Trapani. Portails, fenêtres et fenêtres à meneaux, anciennes portes de la ville, statues, inscriptions, plaques, sol en faïence présent à l'origine dans les églises ou les palais nobles, reliefs, fragments d'édifices, manuscrits et incunables. De 1897 à 1909, on redouta l'effondrement du temple. Le domaine public et la municipalité fermèrent les trois portes de la façade menaçant de s'effondrer par un mur provisoire. La structure, inutilisable pendant plusieurs années, risqua de tomber en ruine et subit même un vol. Avec le début du XXe siècle, le transport du simulacre prit les caractéristiques d'une véritable procession. Il en fut ainsi le 13 août 1920 pour la victoire de la Première Guerre mondiale. À la demande du pape Pie XI, un deuxième couronnement de la Sainte Vierge eut lieu et une partie des dons fut utilisée pour la fonte des deux nouvelles couronnes d'or. À cette occasion, un nouveau transport fut réalisé, comme le raconte Vito Buccellato. Laissant son sanctuaire de Borgo Annunziata à 16h, elle arriva en ville à 19h le 10 août 1935. Elle retourna à Borgo Annunziata dans son sanctuaire le 18 août à minuit. Après une série de profondes rénovations, le 31 juillet 1943, le grand temple fut réouvert au culte. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 10 août 1947, une procession eut lieu sur un chariot tiré par 3 paires de bœufs, entouré de 12 religieux, dans le rôle de gardiens d'un trésor précieux. À cette occasion fut introduite l'Aulata dell'Angioli, où des enfants habillés en anges volaient suspendus à un câble tendu entre 2 balcons se trouvant l'un en face de l'autre. Le 25 mars 1950, le pape Pie XII, pour le jubilé de l'année sainte, éleva le sanctuaire au rang de basilique pontificale mineure. Pour l'occasion, un superbe hôtel basilical avec baldaquin fut réalisé d'après les dessins de l'architecte et ingénieur de Trapani, Decio Attilio Marrone, surmonté de 4 statues en bronze de Domenico Limuli, artiste de Trapani. Le 10 août suivant, un autre transport fut organisé. À l'occasion de l'année mariale, une nouvelle procession eut lieu. Les festivités commencèrent dans la soirée du 31 juillet 1954. On célébra une nuit sainte à la Marina, à laquelle les habitants de Trapani répondirent nombreux, assistant à des courses, des jeux d'hiver et des compétitions de natation. Qui sait s'ils se rendirent compte que celui-ci aurait été le dernier transport. La statue, après avoir séjourné à la cathédrale, retourna au sanctuaire le 17 août.
Pour l'année sainte du renouveau et de la réconciliation en 1975, le désir d'accueillir la Vierge dans la ville ancienne augmenta. Un groupe d'experts confirma cependant l'état de non-transportabilité en raison de certaines fissures dans les veines de marbre. Le 30 janvier 2006, Nostra Signora fut confirmée comme sainte patronne du diocèse de Trapani. La fête liturgique, célébrée le 16 août, est précédée par la Quindicina, pendant laquelle la dévotion s'intensifie à travers la prière et un viaggio a Maronna. Les femmes entrant dans la chapelle de la Vierge récitent la prière de Vincenzo Licata. Beggia in cielo, beggia in terra, beggia sit in paradiso, beggia il vostro viso, pistu bambino che avete in braccia, facetemi sta razia. Io sta razia la volia, beggia di Trapani Maria. La Vierge attire des croyants venus en dehors de la province, comme de Cinisi et Terrasini, où le matin du 12 août, le voyage commence pour arriver au sanctuaire le 14 en récitant « Ti saluto, gran signora, siamo presenti le peccatura, questo sguardo che ne date, perdonate les nostri peccati ». Un autre moment de célébration a lieu le vendredi saint, où la Vierge porte un manteau de soie noire et apparaît comme la reine des douleurs. Les paroles du père Eliseo Castoro résonnent dans l'esprit. Le sanctuaire n'est pas un musée, mais un lieu de foi, d'histoire et d'art qui ne se termine pas dans le passé, mais se projette dans l'avenir comme horizon de la foi, toujours sur le chemin de la vérité grâce à la beauté de l'être de la foi religieuse.